je remercie tout particulièrement messieurs les maires, les différentes communes de la région d'Avilés, les conseillers municipaux, les chefs d'établissement, que ce soit universitaires ou les établissements de secondaire. Messieurs et mesdames, nos adhérents, bien sûr, du Union européen, les adhérents de Nous Citoyens, nouvelle association, également très européenne, dont le nouveau président est justement M. Jean-Marie Cavada. Et puis, je voudrais remercier aussi tout particulièrement M. Le Goya de la faculté, qui a mis, et M. le président de l'université, qui a mis à disposition ce super matériel. Je voudrais remercier aussi M. Jean-Marie Cavada, bien sûr, qui se déplace. Il m'a raconté son périple entre Nantes, Bruxelles, pour un contrat, Pau. Et c'est à l'heure que ce soit à Saint-Jacques-de-Mer. Et demain, il sera à Saint-Jacques-de-la-Mer pour la journée de réflexion du mouvement européen 35. Donc, vous voyez, il est très occupé et donc nous le remercions d'autant plus de prendre sur son temps pour venir nous voir et nous parler de l'Europe, car c'est vrai qu'il arrive à un moment où, aujourd'hui justement, c'est l'anniversaire c'est la fête de la réunification allemande, et dans quelques jours, ce sera également le 25e anniversaire en novembre de la chute du mur de Berlin. Et vous vous rappelez certainement comme nous avons tous vibré d'émotion à la vue de ce peuple qui déferlait vers la liberté. À un moment aussi où les doutes, les illusions, le désarroi ont porté au Parlement européen des eurosceptiques et voire même des adversaires acharnés de la construction européenne. Sans nul doute, votre intervention, Jean-Marie Cavada, va nous faire renaître un petit peu cette étincelle dont nous avons bien besoin, une étincelle d'espérance et de confiance. Vous pouvez nous parler maintenant un petit peu du déroulement de la journée, de la soirée plus exactement. Alors, je donnerai la parole très vite à Marie-Hélène Herry, qui est maire de Saint-Malo-de-Baignon et qui est avec le sénateur Maugris, que vous voyez tout à fait à la gauche, les initiateurs avec moi-même de ce mouvement européen. Ensuite viendra la conférence de M. Jean-Marie Cavada. Après quelques questions que vous ne manquerez certainement pas de lui poser, et après un court entracte qui permettra aux gens que la deuxième partie du programme n'intéresse pas forcément, de quitter la salle. Et donc en deuxième partie, nous aurons l'Assemblée générale constitutive du mouvement européen du Nord. Il en existe un pour l'instant en Bretagne, c'est en Ille-et-Vilaine, et nous serons donc la deuxième section bretonne de ce mouvement européen. Je suis présidente de Pierre Communauté. Je suis également membre du comité syndical du pays de Ploermel, où je siège en tant que titulaire au comité de programmation des fonds leaders. Par ailleurs, j'ai fait partie des 9 Français sélectionnés il y a 2 ans pour un programme initié par le Parlement européen avec la Commission et le Comité des régions. Nous étions 9 Français, 9 élus français, locaux ou régionaux, et sur une centaine en tout, et donc j'ai pu participer à un programme qui m'a sensibilisé à l'Europe. L'un des objectifs de l'association Telles les maisons de l'Europe ou le mouvement européen est de reconnecter l'Europe à ses citoyens. Si l'Europe est souvent une préoccupation lointaine des citoyens, elle n'est pas toujours non plus le premier élément d'intérêt des élus. Or, l'action des communes s'insère dans un cadre national qui s'est élargi et qui possède une dimension européenne désormais. Ainsi, la construction européenne exerce une influence directe de plus en plus prégnante sur la gestion locale. L'actualité communautaire est riche pour les collectivités territoriales. Marché intérieur et services publics, environnement et énergie, politique régionale et aménagement du territoire, transport et coopération décentralisée sont autant de thèmes qui font l'objet des initiatives communautaires présentant un intérêt, offrant des opportunités ou ayant un impact pour les collectivités territoriales. Ainsi, par exemple, depuis 1988, l'Union européenne a mis en place une véritable politique
des règlements communautaires, un ensemble de règlements communautaires. L'objectif de cette politique de cohésion est le développement harmonieux du territoire de l'Union européenne et la réduction des écarts de développement entre les différentes régions. Les deux fonds structurels auxquels les communes françaises peuvent prétendre sont le FEDER et le FSE. Le programme LEADER, quant à lui, s'inscrit dans le volet développement rural de la PAC. Il est financé par le FEADER et a une dimension supra-intercommunale. Il est intéressant quand même de savoir que pour 2014-2020, le montant alloué à la France pour financer la politique de cohésion avoisine les 15,9 milliards d'euros. Aussi, je pense que les élus doivent aussi, comme tous les citoyens, s'intéresser et prendre part réellement à notre Europe. Merci. Merci de nous accueillir dans votre belle ville. Je ne suis que d'adoption dans le Morbihan, puisque je suis ancien sénateur de l'Ille-et-Vilaine, mais j'ai véritablement la chance de pouvoir venir à Saint-Julien dans le Morbihan. C'est un pays merveilleux. Donc merci pour cet accueil. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, quelques-uns, pour essayer de mettre en place ce mouvement européen que Jean-Marie, vieille complicité entre nous, m'avait demandé d'essayer de créer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on aimerait bien parler positivement d'Europe. On aimerait bien que ce que l'on craint n'existe pas. On est toujours en train de craindre que ça ne va pas marcher. Et quand quelque chose ne marche pas, c'est toujours à cause de l'Europe. On voudrait que petit à petit, il y ait, dans ce département, comme dans beaucoup d'autres, quelques messagers. Des messagers qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent. L'Europe, ce n'est pas que l'euro. L'Europe, ce ne sont pas que 28 pays, c'est surtout des habitants qui sont là, qui sont heureux tous ensemble. Pensez à tous ces étudiants qui font des échanges, tout ça c'est grâce à l'Europe. Donc c'est pour ça que nous avons voulu vous inciter à nous rejoindre. Et j'espère qu'à la fin de la première partie, il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas rester, qui resteront pour pouvoir adhérer au mouvement européen 50. Jean-Marie, merci d'être venu. C'était pour toi un grand challenge parce que tu es toujours très pris. Mais pour nous, c'était important. C'était important que tu sois là en tant que président pour sceller la pierre qui marquera le départ de notre mouvement. À chaque fois, on pensera que tu étais là et à chaque fois, ça nous donnera un nouveau dynamisme, un envie d'aller un peu plus loin encore. D'abord parce que je sais que tu es très attaché au mouvement européen. Deuxièmement, je sais que l'amitié pour toi, c'est quelque chose de principal et primordial. Et en plus, tu as découvert le port de Vannes et tu étais bouche bée. Il a même sorti son téléphone pour envoyer un MMS à sa femme en disant « Elle va être rouge de jalousie en voyant ce que je lui envoie. » Donc nous allons maintenant entendre Jean-Marie nous parler d'Europe. Tout le monde, presque, peut-être pas les plus jeunes, mais beaucoup l'ont vu à la télévision. Qui ne se souvient pas de la marche du siècle? C'était quand même quelque chose d'ouverture qui préfigurait ce qu'est aujourd'hui Jean-Marie, un Européen convaincu, un homme qui sait où il veut aller et qui nous aide à comprendre pourquoi c'est là qu'il veut aller. Alors j'ai lu, je te disais ça tout à l'heure dans la voiture, j'ai lu le résumé du bouquin de Giscard d'Estaing qui vient de sortir, qui s'appelle Europa. Je vous engage à l'acheter. C'est véritablement là le message de quelqu'un qui a eu beaucoup de réflexions sur l'Europe, qui a eu beaucoup de déceptions sur l'Europe, mais qui propose encore des solutions, car pour lui, l'Europe n'est pas finie. Au contraire, l'Europe ne fait que démarrer, et il y a des solutions. Et puis, il y a un autre livre aussi que je viens de terminer, qui est le livre de Jean Arthuis, qui a, au courage pour un politique, quitté le Sénat alors qu'il pouvait y rester encore 3 ans, il était encore élu pour 3 ans, qui a quitté le Sénat pour aller à l'Europe, parce qu'il sentait que c'était un moment très important pour l'euro, un moment très important pour l'Europe, et il voulait, avec des gens comme toi, démontrer qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, soyez fiers d'être là ce soir, parce que ça montre que vous êtes attachés au développement d'une Europe conquérante. L'Europe a besoin de sortir de son passé qui lui pèse très lourd, où c'est la vieille Europe. Non, c'est l'Europe moderne qui nous faut. C'est une Europe revivifiée, une Europe qui connaît le monde, une Europe qui vit avec le monde, et une Europe qui demain sera sans doute quelque chose de fantastique si nous nous y mettons tous. Je te cède la parole.
ça me met à l'aise. Dans la vie publique, la veste est un objet de dérision. Moins je la porterai, plus vous me croirez. D'abord, mesdames et messieurs, je veux publiquement saluer quelque chose d'assez étonnant, et d'ailleurs en ce qui me concerne de touchant, qui est de démarrer une nouvelle section départementale du mouvement européen, la plus ancienne, si je puis dire, et la plus authentique organisation de soutien à la construction européenne, puisque sa création date de 1948. Et je dois dire que jamais la présence d'adhérents, de militants, mais en fait de citoyens concernés au premier chef par la chose européenne n'apparaît aussi nécessaire. Depuis cette création, il y eut un élan formidable, mais qui naturellement s'est un peu brisé sur des facilités, sur des erreurs aussi, sur des commodités, et puis sur cette sorte de repli que nous voyons un peu partout des gens sur eux-mêmes et non pas sur le collectif. Alors je veux vous remercier et vous exprimer ma gratitude. Vraiment, ça fait plaisir parce que tant qu'on se sent seul dans ces choses, puis là j'arrive, Philippe qui avait ça en tête depuis plus d'un an, presque 2 d'ailleurs, m'avait dit tu verras. Et je tenais parce que les terres de Bretagne sont à la fois une pointe de quelque chose et aussi une sorte de ressac, de reflux de quelque chose. Je m'exprime. Ce fut un terroir très très européen. Et c'est aussi ici que les doutes venant de corporations d'ailleurs de la nation essentiellement se sont installés parce que parfois l'Europe s'est laissée aller, a commis des erreurs, c'est une évidence. Vous savez, les choses humaines ne sont pas parfaites, vous le savez comme moi. Et je pense que, enfin, le moment de mettre en évidence une certaine volonté de prendre en main la chose publique européenne est en train de se dessiner. Je suis très heureux que vous ayez décidé de consacrer une partie de votre énergie, mesdames, à ceci. Mon hommage et ma gratitude, enrobé de mon amitié, va à Philippe, qui était l'homme qui a monté ce complot, ce larcin, parce que c'est un Européen, c'est quelqu'un qui a toujours pensé, aussi longtemps que je l'ai écouté, lu, que le destin de notre pays était gigogne avec celui de l'Europe, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Vraiment, merci Philippe. Votre bébé, dont tu es visiblement le père, il n'y aura pas de vérification d'ADN, à mon avis, vous êtes témoin. Donc voici les mains, et vous d'abord, Madame la Présidente. Je veux saluer le trésorier, qui est dans un coin, à qui je veux dire, monsieur, mes remerciements et votre courage en est un exemple, parce que ce pauvre homme avait des difficultés. Je ne peux pas dire quoi, parce que ça ne se dit pas. Si vous voulez répondre à la rumeur, vous avez le droit, mais moi pas. Et je veux aussi remercier l'université, je veux remercier le doyen qui nous a accueillis. On les fait jeunes, les doyens. Mais quand je dis que ça avait quelque chose d'émouvant, c'est parce que, d'abord, je n'ai jamais mis les pieds de ma vie au Courteron, à Vannes. Souvent, enfin, j'ai parcouru vraiment comme journaliste et même comme responsable public une bonne partie du monde. J'ai regardé l'autre jour mes notes. J'ai parcouru 123 pays, pas mal, hein. Bon, j'ai pas vu grand-chose en réalité, parce qu'on va d'un avion avec un hôtel, à une salle de conférence. Quand on peut voler une demi-journée pour regarder la cathédrale, le Yucatan, ou je ne sais pas quoi, c'est merveilleux, magnifique, enfin... Et puis, je ne suis pas un homme très lié au tourisme politique, donc je suis un peu excité, ou je ne sais pas quoi. Je vais, je travaille, je reviens, enfin bref. Mais je me souviendrai, monsieur le doyen, que dans votre université toute neuve, vous avez eu la hauteur d'esprit, car il en faut parfois sous les méfiances, d'accueillir une réflexion publique, il ne s'agit pas de politique, et de quelques points de vue que je me place, c'est-à-dire la construction européenne, ou bien le défi de relever la France. Vous ne m'entendrez pas parler de droite, de gauche, ni même d'extrême centre. On voit bien que les générations différentes qui sont assises dans cette salle
sentent bien confusément que tout ça ne redémarrera pas sans un effort et une volonté populaire extrêmement puissant. Or, nous ne l'avons pas. Et donc, pour une dernière fois en public, mesdames, pour une dernière fois, mon cher Philippe, devant tout le monde, vraiment merci pour ce temps consacré à ça, les efforts que vous faites. Et puisque c'est un bébé, le destin des bébés, c'est de grandir. Et donc, j'espère qu'à l'issue de notre rencontre, vous ne vous contenterez pas d'engranger les idées que nous allons échanger, que je vais vous proposer, que vous allez réaliser, que vous vous sentirez non pas spectateur ou auditeur d'une conférence ou d'un débat, mais acteur d'idées en essence qui n'auront pas de réelle vie si vous ne les prolongez pas par votre action. Je suis venu réclamer votre citoyenneté active pour, je dirais, mettre un peu l'épée dans les reins dans tous ceux qui décident de l'action européenne, parce que tout ça est trop dolent, trop mou, et je vais vous en dire un mot. Il y a exactement un siècle, vous avez été à l'illusion tout à l'heure, la Première Guerre mondiale, celle du milieu des 3 guerres que le continent européen s'est offert en 70 ans, une tous les 30 ans en gros. La Première Guerre mondiale montrait à quel échelon de bestialité nous pouvions nous soumettre, puisque c'est là qu'on a découvert l'industrie de l'armement. Mais ce que les livres d'histoire nous ont raconté dans cette énorme bataille sur le continent européen ne reflète qu'en partie ce que fut la réalité humaine de cette affaire, et il a fallu attendre très longtemps, notamment lorsque j'étais président de Radio France, de faire sortir les lettres des greniers que les soldats envoyaient à leurs parents, mon cher père, ma chère mère, à leurs fiancés, à leurs amis, pour comprendre, et les réponses qu'ils obtenaient, pour comprendre quelle folie avait atteint ce continent. Je passe sous silence ce que fut la France, et par voie de conséquence l'Allemagne, dont on ne parle pas assez, ce qui s'est senti comme l'Autriche-Hongrie et pas mal de pays mortifiés par un traité qu'ils jugeaient dévastateur pour leur avenir, pour leur grandeur, insultant pour leur passé. Mais en tout cas, le continent européen était abasourdi. En France, pour ne parler que de cela, quand on lit les lettres, on voit que les femmes d'abord ont tenu pendant et après la Première Guerre mondiale pendant de longues années l'activité et l'économie du pays. Les hommes étaient brisés. Une partie importante était mutilée, les fameuses gueules cassées. Beaucoup ont été gazés, détruits, vraiment très amochés. Si vous passez cette expression un peu familière, mais qui est réelle. Et on voit en lisant cette correspondance que la nation a commencé à fléchir. Elle est devenue pacifiste négative. Et ceci explique en partie l'impréparation, l'impéritie des gouvernements à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes ne fréquentaient plus leurs femmes, la démographie ne redémarrait plus, les campagnes avaient été interrompues, pour être très précis. Et on avait un peu l'impression d'un pays mutilé, dans son ardeur, dans son élan que l'industrialisation du XIXe siècle nous avait apporté. Mesdames et messieurs, l'Europe est un continent de science, d'art, de culture, de civilisation, où nous avons de tout temps aspiré à bien vivre ensemble, à nous développer, à protéger une prospérité, à servir et bénéficier de nos libertés, et bref, à devenir moderne et puissant en Europe d'une part, à travers le monde d'autre part. Mais l'Europe est aussi une terre de bestialité. C'est vrai, c'est une terre de culture et de science. C'est en Europe qu'on a découvert la plus petite partie de la matière. C'est en Europe que l'on a, pour partie, découvert ou séquencé et co-découvert en réalité la plus petite partie de la matière humaine, à peu près 60 ou 70 ans plus tard. C'est chez nous. Et c'est en Europe que l'on a imaginé, imposé par la folie d'un certain nombre de gens qui étaient des Européens,
la destruction massive, industrielle, organisée. Les rafles, les camps, le transport par chemin de fer de convois entiers de malheureux, qui de tous les points de l'Europe, pas que de France, convergeaient vers les chambres à gaz, vers les expérimentations in vivo sur de malheureux prisonniers, et qu'on a raflé des gens au motif que les uns étaient communistes, que les autres étaient homosexuels, que les troisièmes étaient opposants politiques, mais surtout qu'ils étaient juifs ou qu'ils étaient roms, ou qu'ils étaient anti-nazis. Et tous ces gens, c'était des Européens. Et tous ceux qui furent les bourreaux de nos parents ou de nos grands-parents étaient des gens blonds ou bruns mais aux yeux bleus. Ils ne venaient pas du Kamchatka ou de la planète Mars. Ils venaient de nous, de nos cultures, de nos philosophies. Ce sont nos frères qui tout d'un coup sont devenus nos adversaires, nos ennemis, nos destructeurs. Et Hannah Arendt a très bien décrit ça en disant que finalement l'Europe était atteinte d'un vertige de suicide par elle. Dans cette Première Guerre mondiale, deux écrivains, l'un de langue française, l'autre de langue allemande, dans la plus grande clandestinité, se sont échangés des courriers, des lettres. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans ces lettres qui étaient clandestines? Parce que s'ils avaient été pris, évidemment, c'était le peloton d'exécution pour haute trahison, comme s'il y en avait des basses. Et dans ces lettres, ils disaient la chose suivante. Un jour, les peuples d'Europe, les peuples, pas les gouvernements, les peuples d'Europe, seront si fatigués du malheur qu'on leur fait, ou de celui auquel ils assistent, qu'ils se réuniront, s'assembleront, pour essayer de construire ensemble, malgré les systèmes, le bonheur des Européens. Il a fallu la Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce que ça comporte de terreur que je viens d'évoquer tout à l'heure, pour qu'au sortir de cette guerre, souvenez-vous de ce que ça veut dire, sortir de cette guerre. J'ai été élevé dans une ferme où l'assistance publique m'avait placé, ma famille ayant été détruite, et où les gens qui m'élevaient, dans plusieurs fermes, mais l'une d'entre elles, dont j'ai le souvenir, ne parlaient des Allemands, qui n'étaient pourtant pas très loin, c'était dans les Vosges, donc ils étaient à 70 km. On en parlait qu'en les appelant les Boches, ou bien les Fridolins. Et eux ne parlaient de nous que sous le terme de Franzouse, qui était vraiment le patois de französisch. La haine était à couper au couteau. 5 ans seulement après qu'on ait vu ces hommes en pyjama rayé sortir des camps, le 7 ou 8 avril 1945, 5 ans seulement après. Et quel choc ce fut. Des gens se sont assis autour d'une table et ils ont fait une chose qui tient quasiment du miracle ou de la volonté humaine qui est presque surhumaine, tellement c'était inattendu et impossible. Et ils ont dit une chose simple. Ce qui fut l'objet de nos guerres va devenir l'objet de notre union. Commençons par ça, par le plus dur, c'est-à-dire réunir le charbon, l'acier, la fameuse CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. En 1954, vous vous souvenez, vous l'avez lu, tentative de mettre sur pied une défense européenne dont nous aurions bien besoin en ce moment. Quel ratage historique! Mais ça échoue. Pour des raisons qu'il est assez tacite de relire et de trouver dans les livres, je ne vais pas vous amuser avec ça. 3 ans plus tard, comme quoi l'Europe c'est un peu comme l'amour ou les sentiments, n'est-ce pas? Des sommets et des dépressions, des sommets, des dépressions, ou des zigzags et des lignes droites. 3 ans seulement après cet échec qui avait durement marqué l'opinion, et beaucoup de gens dans la presse à l'époque s'exprimaient en disant « l'Europe c'est fini, ça n'aura pas lieu ». 1957, signature du traité de Rome. Et le grand navire de la construction ramasse tout sur son passage. D'abord l'économie, ensuite l'agriculture, ensuite la libre circulation des marchandises, et puis des capitaux, et des hommes et des femmes évidemment. Puis un élargissement, parce que ça marche tellement bien que les Anglais, les Irlandais et les Danois, en 1972, veulent en être. Et que De Gaulle, dès 1969, finit par accepter, du bout des lèvres d'ailleurs, que le gendre de du Premier ministre Churchill, qui s'appelait M. Christopher Soane, ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, et mari de Churchill, la fille de Winston, et de son épouse, entament des négociations. En 1975, d'autres pays rejoignent la liberté des pays débarrassés de la tyrannie, etc. Et
nous voici maintenant à 28, et ça se terminera, mais ça se terminera à une trentaine de pays quand on aura réglé le sort et qu'ils auront fait les efforts nécessaires d'organisation économique, et ça progresse très vite, mais d'organisation de la société civile et de respect des libertés, ça va moins vite. Et naturellement, il faut que ce soit une exigence importante. C'est fort de ces différentes étapes dans lesquelles on ne s'y retrouve pas toujours que je veux vous dire aussi quelques-uns des malheurs qui ont détaché beaucoup de nos contemporains de l'aventure européenne. Et au fond, les choses sont assez simples. Il y a eu un moment, à partir de la fin de Jacques Delors à peu près, qui fut un grand monsieur européen. C'est un ami intime depuis de longue date, puisque j'étais dans son club Échange et Projets, quand il était conseiller de Chaban pour les affaires sociales, la formation professionnelle, le salaire mensuel qui n'existait pas en France. Vous avez, les aînés se souviennent d'avoir vu le salaire hebdomadaire, comme les Anglais. Et quand Jacques Delors a quitté la Commission européenne au début des années 90, une chose très importante venait se passer. Vous l'avez dit, madame, l'ouverture à la frontière austro-hongroise de la première lucarne de liberté entre l'Est et l'Ouest, et tout d'un coup le mur qui s'effondre. J'y étais d'ailleurs, parce que ça, on ne peut pas rater ça. J'étais directeur général de France 3 à l'époque, si ma mémoire est bonne, et j'étais assez lié à M. Rostropovitch, et vous vous souvenez peut-être avoir vu Rostro jouer au pied du mur. J'étais avec la foule là. Et on pleurait comme des gamins. Moi surtout parce que, et j'ai du mal d'ailleurs au fond, tout d'un coup à vous en parler, parce que cette affaire européenne a pour moi une consistance particulière. Je ne suis pas le seul, ici aussi sans doute, pour beaucoup de gens. Elle a détruit ma famille, et s'il n'y avait pas eu les ardeurs de ce que l'on a appelé les hussards noirs de la République, c'est-à-dire l'instituteur puis le professeur, je ne serais pas devant vous là, je serais tourneur sur bois, puisque j'ai un CAP de tourneur sur bois aussi. Ce qui n'est pas, quand on voit comme c'est beau le bois, d'ailleurs je l'aime toujours, hein, ce ne serait pas détestable. Enfin, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et la chute du mur a déséquilibré l'élan européen. J'ai un peu reproché à Jacques Delors d'avoir accepté facilement que les pays récemment libérés du joug communiste, après avoir subi le joug hitlérien et toutes ces choses, qui n'avaient pour beaucoup d'entre eux pas connu la démocratie ou seulement pendant quelques années, comme la Tchécoslovaquie de l'époque, qui est maintenant séparée en deux pays, comme vous savez, Tchéquie et Slovaquie. Je lui ai reproché, enfin en tout cas je l'ai interrogé un peu négativement, je lui disais, mais Jacques, pourquoi vous êtes allé si vite? D'ailleurs, je parle comme beaucoup d'entre vous en disant ça, je pensais comme beaucoup d'entre vous. C'est vrai que c'est allé vite, trop vite d'ailleurs, hein. Mais oui, mais le contraire, était-il jouable? Et c'est ce que m'a fait remarquer M. Delors. Il m'a dit, mais comment voulez-vous que l'on fasse? Ces pays se retrouvaient jetés dans le grand bain. Il y avait deux hypothèses, où ils nouaient des liens solides avec les États-Unis par-dessus le pont européen, c'est ce qu'ont fait deux d'entre eux d'ailleurs, Roumanie et Pologne, les avions, vous vous souvenez, ou bien nous les ramenions vers nous, parce que de toute façon, ils avaient tellement peur de l'ours blanc, la Russie, qu'ils éprouvaient le besoin de se protéger. Alors, on a signé. C'est pas bien glorieux comme ça a amené beaucoup de difficultés, mais je crois que nous devons, à cette partie du continent, d'accepter des difficultés qu'ils ont procurées pour une raison assez simple et qui n'est pas glorieuse en effet. Nous, l'Occident, pendant toutes ces années où le communisme, ou plus exactement le stalinisme corrompu, violent, avec des services de renseignement qui s'infiltraient dans toutes les têtes, chez tous les gardiens d'immeubles, des enfants dénonçant leurs parents, un frère, c'était le cas en Roumanie, allant à la Securitate pour dire que son frère, le grand pianiste Dinu Lipati, dont vous connaissez peut-être le nom, le frère était secrétaire général, visait le poste de secrétaire général des Affaires étrangères. Il est allé dénoncer son frère comme un agent de la CIA, en dénonçant au passage quelques complicités supposées. Tout ce gentil monde accroupi en prison pendant longtemps. Le frère n'a jamais pu retourner en Roumanie, le pianiste. Enfin,
enfin des horreurs humaines auxquelles la violence nous plie, parfois nous oblige, parfois. Et qu'est-ce que nous avons fait pendant ce temps-là? Nous ne pouvions, ou ne voulions, ou n'avions la capacité de rien faire. Nous avons envoyé beaucoup de commisérations. Nous les avons beaucoup plaints, mais ils étaient seuls avec leur malheur. C'est pourquoi je pense que même si ça a apporté des turbulences, si nous sommes quelqu'un dans ces parties occidentales, où nous avons connu nos doses de malheur nous aussi, alors nous devions quelque chose à cette partie de notre humanité fraternelle. Et si j'utilise ce terme, ce n'est pas pour faire joli, mais c'est une chose assez simple. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui, quand elle pense à ses références culturelles, ce qu'elle aime faire, voir, entendre, née dans son fond de culture française, sa culture française, additionnée de plein d'éléments de culture venus des autres pays européens, qui ne parlerait pas de Vivaldi s'il entendait sa musique, de Mozart, qui n'était pas français non plus, de la peinture de Goya ou de Velázquez, qui ne parlerait pas de Sibelius, le finlandais, et j'en ai comme ça, et vous aussi, tout un panier. Nous sommes unis par la même civilisation qui se caractérise, et c'est le seul continent au monde, par une diversité qui fait une richesse énorme, et qu'il faut organiser un système politique qui tienne la route, notamment maintenant qu'un événement nouveau est arrivé, qui s'appelle la mondialisation. Où en sommes-nous actuellement? Les élections européennes ont été désastreuses. D'abord, une abstention écœurante. Je veux dire quelques mots sur ce sujet. Je ne veux blesser personne, mais je veux que nous soyons tous debout en face du mur du danger. L'abstention est interdite. Si j'étais gouvernant, il y a longtemps que le vote aurait été obligatoire, avec de fortes pénalisations, comme en Belgique, à la clé, financière. Tant de gens dans le monde se sont battus, sont morts. Tant de gens chez nous ont travaillé à cette expression de la voix populaire pour le choix du gouvernement et des principales instances de représentativité qui est absolument veule et écœurante. Je le dis. Que devant le danger, cette chose se répète à nouveau. Elle a eu lieu, elle a lieu, ça m'est même arrivé, moi aussi, une fois dans ma vie, il y a très longtemps, de ne pas aller voter. C'est fini, ça n'arrivera plus jamais. Et mesdames et messieurs, si nous sommes des sentinelles d'un futur qui porte de l'espoir, ce que je crois, espérez vous convaincre si vous ne l'êtes pas vous-même, alors il faut d'abord combattre l'abstention. S'il te plaît, tu vas voter. Ça n'existe pas de ne pas aller voter. Tu votes blanc, tu votes noir, tu votes gris, fais ce que tu veux, mais tu vas voter. Tu votes no gris, enfin c'est fini, ça t'intéresse plus. No gris, ça y est. Ces élections ont été désastreuses parce qu'elles ont amené en Europe une chose nouvelle. Des populistes, et en fait des négationnistes, dans beaucoup de pays européens, sont arrivés au Parlement. Je ferais volontiers une description implacable de cette chose si je n'étais pas français, parce que c'est quand même la France, notre pays, mon pays, qui a envoyé au Parlement européen le plus fort contingent de ces gens dont les leaders ne sont pas gênés de pavoiser la morale publique en toutes circonstances, mais ça ne les étouffe pas d'aller se faire payer par une institution dont ils se sont promis publiquement qu'ils la détruiraient. Je veux que ces choses fussent dites, entendues et répétées. Parce que l'attitude morale devant la vie publique, elle a une existence et une nécessité. Sinon rien ne signifie plus rien, tout est égal à tout et alors à tout. Je veux dire qu'il y a dans cette attitude-là quelque chose d'inacceptable. Qu'ils combattent l'Europe, c'est vraiment une opinion, je ne vais pas dire respectable, elle est assez peu respectable quand on analyse le fond, mais en tout cas, dans une démocratie, elle est vraiment admissible. Mais qu'en plus ils aillent se faire payer pour saboter le système qui les paye, je n'arrive pas à y comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Vous allez me trouver un peu crispé sur le sujet. Il n'y a pas de quoi décontracter d'ailleurs, franchement. Non. En tout cas, ces élections ont été très mauvaises. Et qu'en sort-il? Eh bien, une vraie lueur d'espoir. Je suis prudent. Lueur. Je n'ai pas une bannière, une chandelle, un phare comme à la pointe du chenal, ou non, une lueur d'espoir sérieuse. En quoi ai-je une lueur d'espoir? Ce qui a été déduit de cette situation est vraiment une assez bonne idée. D'abord, on avait dit aux citoyens, vous choisissez votre liste, votez pour qui vous voulez, droite,
centre, gauche, vert, extrême gauche, enfin communiste, on l'appelle pas la GUE, Gauche Unie Européenne. Vous votez et vous savez qui sera le candidat de ce parti à la présidence de la Commission européenne. Alors, moi qui suis avec les sociolibéraux, c'était Guy Verhofstadt, le plus européen des représentants politiques, des chefs de groupe politique au Parlement, fédéraliste. Je dirai un mot sur le fédéralisme tout à l'heure. Les conservateurs classiques français, c'est-à-dire au fond ce qui est dans l'orbite, l'équivalent de l'UMP française, ça c'est le Parti populaire européen, avait choisi, après avoir essayé de placer Michel Barnier, M. Jean-Claude Juncker. Les deux m'allaient bien parce que Barnier est un homme solide, il a bien travaillé d'ailleurs, franchement. Contrôle des banques, c'est pas rien, il fallait faire avaler à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne. Mais il n'a pas pu frayer son chemin. Et si pas Barnier, ce sera, aurions-nous attendu, Jean-Claude Juncker. Que n'a-t-on dit sur cet homme? Qu'il était réac, ce qui est tout à fait faux. Tout à fait faux. Tout à fait, c'est un chrétien social luxembourgeois. Ah, c'est vrai, les luxembourgeois, à part Françoise Hardy, ne sont pas sur le banc de la scène. Ouais. Ce sont des gens discrets, très efficaces. Ça a été un très bon Premier ministre. Et j'ai assez confiance en lui. Je le connais, il faut qu'on ait un peu des amis. J'ai son portable et la mienne, moi il ne m'appelle plus, évidemment. C'est dommage parce que j'ai déjà quelques petits reproches à lui faire. Mais je vais le faire pareil. Mais c'est pas grave. Et le PPE ayant gagné les élections, ce fut donc Jean-Claude Juncker. De ce point de vue-là, au moins, convenons-en, les électeurs n'ont pas été trompés. Après, la présidence du Conseil, qui est le gouvernement de l'Europe, puisque la Commission, c'est une sorte de secrétariat général avec des pouvoirs un peu politiques, mais ce n'est pas lui qui décide. C'est le Conseil. Succédant à M. Van Rompuy, qui était un homme très accablé de raillerie et en fait un type tout à fait estimable, mais qui n'a pas su créer un pouvoir. Il faut dire que ceux qui l'avaient choisi avaient mis le coude sur l'épaule, l'autre coude sur l'autre, dès qu'il remontait la tête, il y avait un pied. Enfin bref, on ne l'a pas beaucoup laissé travailler. Et il s'en va. Son remplaçant s'appelle Donald Tusk, c'est l'ancien Premier ministre polonais jusqu'à ces derniers mois, dont je pense du bien. Et je vais vous dire pourquoi. J'étais très lié d'amitié très proche avec M. Guérémec, un des libérateurs de Solidarność, avec Wałęsa, qui est toujours en vie, avec Mazowiecki, qui était Premier ministre en Pologne, avec Adam Michnik, qui est aujourd'hui le patron du plus grand journal polonais. Et Donald Tusk a élevé son pays comme Premier ministre, développement économique remarquable, organisant la société civile après ces personnages étranges, un peu branques, qui étaient les fameux frères Kaczynski, dont vous avez peut-être entendu parler, un monde très étrange. Et il a pacifié ce pays qui est devenu aujourd'hui un grand pays leader de l'Europe centrale en vérité et qui pousse à la roue, mais ils savent de quoi ils parlent, à la construction d'une défense européenne, parce que la Russie c'est pas loin et l'Ukraine c'est un risque important. Donc je devrais dire, alors après le troisième poste, pour succéder à Mme Catherine Ashton, qui se replie sur la pointe d'épée comme elle s'était avancée dans les finances. C'est pas bien ce que je dis, c'est pas bien. Bon, Mme Ashton, bah oui, on l'a pas vu, on l'a pas entendu, elle avait peur, et puis elle avait... Ce serait comique si c'était pas un peu triste et naturellement inefficace. Elle avait dit qu'il ne fallait pas l'appeler le vendredi, elle rentrait à la cour. Personne ne lui avait demandé de prendre ça, si elle prend, passons. Ce sera Mme Mogherini, qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères d'Italie, sur lequel je n'ai pas de jugement, non seul parce que je ne la connais pas. La seule chose que je sache d'elle, c'est qu'elle ne doit pas être totalement mauvaise, puisqu'elle a fait son diplôme et son doctorat à Aix-en-Provence avec un professeur de mes amis, qui n'est pas nul. Donc peut-être, nous verrons bien. Vous vous souviendrez que je dis « nous verrons bien », il faut attendre. En tout cas, ça c'est l'appareil nouveau issu de mauvaises élections, et cet appareil est meilleur que le précédent incontestablement. Et maintenant, vous entendez parler que nous sommes dans un cycle de
d'audition des commissaires européens. Personnellement, j'ai la charge de régler, comme vice-président de la commission des affaires juridiques, j'ai la charge de régler les auditions de 4 commissaires. Il faut dire qu'ils ne m'ont pas raté, parce que dedans, sachant ma virulence vis-à-vis du gouvernement hongrois qui a quand même piétiné les libertés économiques des traités qu'il avait signés, les libertés civiles et notamment la liberté de la presse qui nous ont muselés, y compris la presse privée. Klub, la radio et la télé de RTL en Hongrie, vient d'être fermée parce qu'ils avaient eu le malheur de diffuser un reportage de gens qui protestaient contre le sublime M. Orban et sa politique épouvantable, vraiment épouvantable, dangereuse d'ailleurs pour la stabilité européenne. Et donc on nous envoie son vice-premier ministre, M. Navracsits. Retenez ce nom. Et la première question que nous lui avons posée en privé, avez-vous pris la précaution, monsieur le candidat, de réserver un billet d'avion Bruxelles-Budapest, c'est-à-dire dans l'autre sens, parce que vous allez avoir du mal à vous faire adopter. C'est un homme qui a cautionné et installé la politisation du système judiciaire hongrois, qui était pourtant, je dirais, ressemblait à un des éléments de la société démocratique, c'est-à-dire plus indépendant qu'il ne l'avait été. Et bien, ils ont trouvé le moyen de mettre un commissaire politique à la tête de cette affaire-là, et il lui a cautionné tout ça, il l'a installé d'ailleurs, sans vergogne. Donc il est incompatible vraiment avec l'Union européenne, dont un des fondements, c'est la défense des valeurs. Et des valeurs, c'est quoi nos valeurs? C'est la charte des droits fondamentaux, c'est le respect des libertés, c'est la lutte contre les discriminations, c'est le respect de toute forme de culture, ce gouvernement ne se gêne pas dans l'antisémitisme, etc. Et comment c'est tellement détestable et triste d'ailleurs d'avoir à combattre encore aujourd'hui ces choses, notamment ces raids des petits nazillons du Jobbik, qui est un parti néo-nazi et qui le vendredi soir ou le samedi soir descend des hauteurs de Buda, traverse le pont et va se livrer à des ratonnades contre des Roms, à tel point qu'une de nos amies parlementaire européenne, d'origine rome, une femme remarquable, diplômée, enfin très bien, a dû fuir son pays pour aller se réfugier au Canada sous les menaces de mort que le gouvernement n'ignore pas, mais qu'il laisse faire parce que ça l'arrange. Et parce qu'il veut... Vous voyez que toutes ces menaces existent autour de nous, mais il va falloir les combattre. Le président de la Commission, M. Juncker, a fait quelque chose d'intéressant. Il a désigné 6 de ses principaux commissaires pour être les gens qui feront des choix politiques dans les politiques régaliennes dont l'Europe a besoin pour se relever et redémarrer. Et non pas des choix techniques. Autrement dit, la bureaucratie bruxelloise qui avait un peu envahi le fonctionnement de l'Europe, mais de la faute des gouvernants des pays membres qui ont laissé faire cette chose, si la politique se retire d'une institution, ne soyons pas surpris que la technocratie l'envahisse, la nature a horreur du vide, la place est vide, on y va. C'est ce qui s'est passé. Et si vous avez le sentiment, vos amis, vos voisins, ou les cercles que vous fréquentez, que Bruxelles c'est quand même beaucoup de normes et de technocratie, c'est vrai, il va falloir l'en chasser, ou plutôt la ramener à sa fonction technique, qui sera appréciée, modifiée, réorientée par des leaders politiques, non pas au sens de partisans, pas gauche, droite, centre, extrême, mais au sens de quelle politique l'Europe a besoin. Alors justement, de quelle politique l'Europe a besoin? Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'en tenir aux politiques régaliennes. Et ça fait longtemps qu'on dit ça, tu m'as entendu le dire 2-3 fois, et toi-même tu l'as dit souvent. C'est quoi les politiques régaliennes? Eh bien, dans la conception assez simple, on doit avoir de l'organisation des pouvoirs. Il y a une chose qui est évidente. Dans le cadre de l'harmonisation européenne, ou de l'avenir européen, dont les gouvernants des pays membres, que les gouvernants des pays membres peuvent mettre en chantier. Tout ce qu'un État peut faire, qu'on le laisse faire. Tout ce qu'un État ne peut pas faire tout seul, alors qu'on hisse, non pas comme le disent les gens de mauvaise foi, dans cette perte de souveraineté. C'est quoi la souveraineté financière d'un pays qui vient de dépasser les 2000 milliards de dettes, se mettant à la merci des coups de canon des spéculateurs dès qu'ils le voudront, ou au premier signe de faiblesse? Ça fait bien longtemps que c'est fini. C'est quoi la souveraineté d'un pays qui a confié le soin d'apprécier la hauteur? C'est $1,26 pour l'euro.
à une union bancaire qui est la Banque Centrale Européenne. On ne nous l'a pas arraché, cette souveraineté, nous l'avons votée, nous l'avons déléguée de pouvoir la prendre pour sortir. Donc on ment beaucoup sur cette affaire, mais les politiques régaliennes dont nous avons besoin, je vais vous les énumérer. Ce que nous ne pouvons pas faire tout seuls, les États membres, d'abord ce que nous pouvons faire seuls, ce sont nos réformes. C'est la raison pour laquelle, quittant les partis politiques, j'ai accepté de prendre la tête, vous me pardonnerez d'en faire une incise, puisque ce n'était pas ce motif que vous m'avez arrêté, cette très gigogne, objectivement, pour une raison simple, c'est que si la France ne fait pas ses réformes, l'Europe s'effondrera, sera en panne, parce que les Allemands et les Français sont nécessaires à l'élan européen. Mais si l'Europe ne progresse pas, ne redémarre pas, la France s'effondrera, parce que beaucoup de nos réformes ont été imposées par une certaine logique de sérieux que suppose une union quand on est ensemble dans une union. Et donc vous voyez que nous avons des destins totalement liés. Je pourrais être beaucoup plus simple encore. 60% des lois auxquelles vous et moi nous obéissons ne sont pas d'origine française, c'est la simple transposition dans notre droit des lois, des directives, comme on dit en bon belge, européennes. Par conséquent, on voit bien, et c'est heureux que dans la mondialisation, nous avons une partie liée qu'il faut maintenant remettre en route activement, sortir des petites mesures technocratiques et mettre en place une vraie politique qui nous donne un gros relation. Maintenant, elle fait des appels d'offres dans la presse espagnole, la presse italienne, et même, au miracle, Dieu est un peu allemand en ce moment, dans la presse grecque. Les Français, c'est bien sûr parce qu'ils trouvent que nous sommes des gens un peu turbulents. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais ils ne sont pas habitués, il faut bien dire. Quand ils ont des turbulences, ils ont des moyens tellement impressionnants. Je préfère qu'il n'y ait pas de turbulence en Allemagne. En tout cas, nous devons avoir une doctrine sur l'immigration économique. Et c'est quoi cette doctrine? Voici ce que les Canadiens font. Chaque année, ils demandent aux provinces, comme nous les États membres l'UE, il y a une correspondance. L'État fédéral demande aux provinces quels sont vos besoins d'immigration l'an prochain. Alors le Québec va dire 8 000 personnes, l'Ontario va dire 500, l'Alberta va dire 30 000. Bon. Tout ça arrive au sein du gouvernement fédéral, à Ottawa. Ottawa alarme ses ambassades, 123 à travers le monde, où le poste numéro 2 dans la plupart des ambassades, c'est le ministre conseiller à l'immigration. Il y a l'ambassadeur, tout de suite après, il y a l'immigration. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme? C'est le cas en France. Eh bien, il a des fichiers, il va voir les écoles, les universités, il va voir les établissements de haute formation professionnelle, il va dans les banlieues, comme les Américains, faire leur marché, et il propose des situations à des gens dont nous ne sommes pas capables de construire l'avenir. Voilà ça. Mais chez nous, mais au Maroc, en Algérie, un peu moins, en Tunisie, à nouveau beaucoup, mais en Asie, en Amérique du Sud, en Chine, au Vietnam, partout dans le monde, car les provinces disent aussi les qualifications dont ils ont besoin. La main-d'œuvre, la manutention, des choses comme ça, des CAP, des non-CAP, des formations d'ingénieurs, des chercheurs, des intellectuels de très haut niveau qui on accorde des conditions un peu spéciales. Et ils vont plus loin. Dans chaque province, on dit la répartition des ethnies. Si on fait ça en France, on va hurler au scandale ségrégationnisme. Oui, mais ça, la bêtise n'a jamais assez d'arguments pour s'exprimer, parce que c'est très intelligent cette affaire. Ça évite les ghettos. Vous allez en Ontario, ville des bords du lac, dans l'Ontario. Eh bien, vous avez des Chinois, vous avez des gens venus du Maghreb, vous avez des gens venus du Machrek, vous avez des gens venus de l'Amérique du Sud, comme je l'ai dit, et ils s'arrangent pour que les ghettos ne grossissent pas et soient soigneusement, harmonieusement, entre guillemets, intégrés. Dès l'instant que chacun a dit ce qu'il voulait, l'autorité canadienne recherche à travers le monde. Et le truc formidable que je trouve dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de débat sur l'immigration au Canada. C'est un des deux volets de la loi de finances. La loi de finances définit la politique de l'année à venir. Et bien, la loi migratoire dit par quels moyens nous allons faire fonctionner cette économie
par quels moyens complémentaires. Voilà des gens intelligents qui ont réussi à enlever la question migratoire des passions extrêmes, et ça c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, je veux dire que ça marche remarquablement bien, puisque très rapidement, puisque tout de suite, il y a 3 conditions, si vous acceptez les propositions de travail qu'on vous fait, quand vous arrivez, il faut naturellement occuper ce travail, vous pouvez avoir un toit, il faut vous engager à parler la langue ou à l'apprendre. Qui contrôle ça? Pas le gouvernement, même pas le gouvernement de la province. Les 2 États que cette affaire finance et délèguent à des associations qui, elles, sont soigneusement contrôlées, parce que l'association, il y a à boire et à manger, comme nous savons, hein, plus à manger qu'à boire d'ailleurs apparemment, et le gouvernement contrôle que son argent est bien utilisé pour de bonnes fins. Et voilà comment, au bout de 2 ans, vous devenez Canadien si vous venez d'un des pays à travers le monde où vous avez besoin de quitter pour trouver un vrai métier, où vous avez envie tout simplement d'émigrer. C'est un système remarquable, c'est celui-là que je souhaite pour l'Union européenne. Les pays diront de quoi ils ont besoin. La Commission européenne, dans les ambassades de l'Union, à travers les pays membres, ou dans les endroits où il y a des consuls de l'Union européenne, des consulats de l'Union européenne, eh bien, nous pourrions faire exactement la même chose et enlever aux extrémistes qui font commerce de cette peur-là un des éléments dont ils se nourrissent, dont ils s'engraissent. Voilà, c'est une autre politique régalienne, et il y en a comme ça une demi-douzaine au total, et nous avons un contrat avec Jean-Claude Juncker qu'il essayera, nous lui apportons notre soutien qu'à cette condition, d'orienter l'action de l'Union vers l'essentiel qui nous manque, des frontières, une défense, il l'a dit, écrit, une politique énergétique, une relance économique de l'Union, l'énergie, je l'ai dit, je crois, il me semble, hein, oui, enfin bref, une demi-douzaine. Les grandes choses dont nous avons besoin, car l'Europe s'est beaucoup occupée du secondaire, faute d'avoir la puissance politique pour s'occuper de l'essentiel. C'est ça que nous essayons de faire élément. Un mot encore pour vous dire qu'en ce moment, nous auditionnons les commissaires. 4 d'entre eux posent problème. M. Jonathan Hill, le Britannique, qui va poursuivre l'œuvre de Michel Barnier et couronner les services financiers, ne me semble pas, en ancien lobbyiste de la City, avoir le profil pour occuper ce portefeuille. Donc on peut le mettre ailleurs. Ce serait bien. M. Cañete, commissaire désigné par l'Espagne, sera chargé de l'énergie. Mais il se trouve qu'il sent le pétrole. Vraiment. Il avait des actions dans 2 sociétés pétrolières. Oui, dans 2 sociétés pétrolières. Il les a vendues, apparemment loyalement. Sauf que l'homme est un filou. Dans sa déclaration d'intérêt, vous savez que lorsqu'on rentre dans les institutions européennes, on doit faire une déclaration d'intérêt qui est contrôlée par l'OLAF, l'Office de lutte antifraude. Et que nous, Commission des affaires juridiques du Parlement européen, nous devons en première lecture contrôler, avec les moyens du bord. M. Cañete a dit qu'il avait vendu ses actions, ça c'est vrai, mais ce qu'il n'avait pas dit, c'est qu'il les a vendues à son gendre. Donc ça s'est très mal passé il y a quelques jours, et il va être obligé de repasser une 2e audition dans laquelle il va devoir s'expliquer sur ce qu'il entend faire avec ça, c'est-à-dire obliger son gendre à vendre, puisqu'il avait vendu à la holding familiale. Donc ça ne peut pas aller. Qu'il aille s'occuper dans notre portefeuille, oui, mais de l'énergie, c'est pas possible, parce que pour la transition énergétique, qu'est-ce qui nous garantira que cet homme est volontariste pour aller vers la transition dès l'instant où, par bois familial, il a des intérêts dans le pétrole? Ça ne tient pas debout, c'est interdit. Il y a un 3e commissaire, et une 3e commissaire à qui on cherche des cheveux, des poux sur la tête, bien à tort, qui est Mme Jourova, qui est une très bonne juriste, et qui est précisément la commissaire chargée de la justice. Mais elle n'a pas été très ardente dans sa déclaration sur la défense des libertés, qui est un de ses devoirs. Et donc, un certain nombre de gens l'ont attaqué. Nous lui avons collé donc une sorte d'interrogation écrite, c'est-à-dire elle devra, on va lui poser des questions, elle devra s'engager sur les réponses. Et nous gardons les réponses. Si elle ne fait pas ça, un jour ou l'autre, il y aura une difficulté avec la Commission, parce que le Parlement, au final, a le droit de vote et de sanctionner un commissaire. Il y en a un autre, enfin, qui est tout à fait innommable. Vraiment innommable. Celui dont j'ai fait, merci beaucoup, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire le commissaire que la Hongrie nous a envoyé. Monsieur Navraxis. Retenez ce nom parce qu'à mon avis, il va être flamboyant la semaine prochaine.
moi, je suis totalement à fond contre la présence de cet homme au poste qu'on lui a donné, éducation et culture, on rêve. Mais je suis totalement hostile à ce qu'il soit à Bruxelles, tout simplement. Et je vous disais tout à l'heure, c'est à quelle heure ton avion peut partir, parce que vraiment, c'est pas possible. Il aura droit soit à une deuxième audition, soit à des questions écrites, mais là, pour l'instant, je ne suis pas sûr que nous serons majoritaires, ceux qui veulent s'en débarrasser. Parce qu'il y a une coalition politique qui s'est nouée derrière nous en grand secret, entre les conservateurs et les sociodémocrates, parce que chacun, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et ça, je dois dire, j'en parle avec beaucoup de tristesse, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on avait espéré. La politique n'est pas non plus une affaire d'ange, et de temps en temps, il faut admettre qu'il y a des combats à mener, puis on les gagne ou les perd. En tout cas, il n'a rien à faire à cet homme, franchement. Quand on voit l'état dans lequel M. Orban a mis ce pays du point de vue des libertés, du point de vue de l'économie et du point de vue d'un certain nombre, je dirais, de valeurs fondamentales. J'ai dit tout à l'heure que M. Poutine était un autocrate. Je devrais dire que M. Orban est sur la bonne voie, même si pour l'instant il n'est qu'un autocrate. Ça viendra, vous verrez que ça viendra. Avec sa loi sur la défense à la deuxième génération des Slovaques, des Tchèques, des Serbes, à la deuxième génération d'origine hongroise, s'il y en a un qui est assassiné, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer des chars. Enfin, c'est les Sudètes, ça. C'est très dangereux. On a déjà Poutine qui fait bouger les frontières. Enfin, tout ça est devenu une instabilité, encouragée par le populisme, évidemment, parce que ceci sont les espoirs et les dangers. Mais les espoirs recouvrent les dangers de mon point de vue, parce que c'est à faire. C'est devant nous. C'est ce qu'il faut construire. Il y a une dernière chose que je voudrais vous dire, et elle est ceci. L'Europe est un projet de civilisation. Ça a été fait sur la valeur de nos cultures. Que vous soyez tchèque, que vous soyez finlandais, que vous soyez hongrois, évidemment. Grand pays culturel aussi. Que vous soyez grec, que vous soyez de n'importe où. Vous avez délégué à d'autres citoyens de ce continent des morceaux de votre culture, des morceaux de votre bien vivre ensemble. C'est-à-dire que nous avons fait, à base d'un socle commun, et avec des différences, notamment le langage, un système où nous voulons tous vivre de la même manière. Tous veulent être libres. Tous veulent pouvoir se réunir quand ils veulent, où ils veulent, avec qui ils veulent. Penser ou ne pas penser ceci ou cela. Aller à l'église, à la synagogue, à voir l'imam, ou aller nulle part, ou chez les frères maçons, ou rien du tout. Nous sommes tous comme ça, ils aspirent tous ça. Issus des anciennes tyrannies de l'Europe de l'Est comme nous, qui ont eu plus de liberté, dans les décennies qui viennent de s'écouler, nous voulons tous la même chose. Il nous manque quoi? Le dynamisme économique pour redevenir un continent absolument influent dans le monde. Il manque une petite chose. Vous voyez les voitures hybrides? Beaucoup de diesel, un peu de batterie d'électricité. Eh bien, c'est ça qui nous manque. Il nous manque quelque chose de nouveau que nous avons abandonné et qui doit être aussi cher à votre cœur que le souci d'éducation de vos enfants, de vos petits-enfants, d'aide à vos voisins. C'est-à-dire un altruisme politique. C'est-à-dire prendre en main cette affaire européenne par le militantisme, en faisant, je dirais carrément, Tupperware autour de vous. Oui, bien sûr, c'est ce que je fais, moi. Bien sûr, ça ne viendra pas tout seul. C'est-à-dire en allant voir les gens, en expliquant que c'est vraiment très important pour en faire des citoyens qui, le moment venu, devant les urnes, ou lors de manifestations pacifiques ou un peu plus protestataires, je pourrais que nous en ayons besoin, montrent qu'on ne vous contournera pas dans la construction de votre avenir. Parce qu'enfin, votre avenir, où est-il? Il est d'abord dans l'Europe. Je suis un Européen de France. Bien sûr, il est de bon ton de dire qu'on est français. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que je suis censé être né au sud de l'Espagne, j'habite de l'Allemagne, en Bretagne, les États-Unis. En fait, on m'a inscrit dans les Vosges. Conséquent de la Deuxième Guerre mondiale, tout a brûlé. Mais je suis un Européen de France, je ne serais pas un bon Français s'il n'y avait pas la protection de l'Europe, l'avenir formidable que l'Europe a donné à notre pays. Et c'est pour ça que je dis avec beaucoup d'engagement, mais votre force doit s'exprimer sur ce sujet qui est le plus prometteur ou le plus immédiatement dangereux si ça s'effondre.
et par conséquent, ne laissez à personne le soin de construire votre avenir. La politique, je l'ai déjà dit peut-être devant quelques-uns d'entre vous, disait le poète du XXe siècle, en se moquant d'une façon méchante de tous pourris, tous, comme on entend encore à nouveau en ce moment, comme en 1954, comme entre les deux guerres. Le poète avait écrit que la politique, c'est l'art d'empêcher les braves gens de se mêler de ce qu'ils regardent. Alors moi, je vous dis, mêlez-vous vraiment de ce qui vous regarde, parce que ça vous regarde vraiment au premier chef. Je veux dire aussi que, à partir de ces valeurs-là, je veux participer pour les années qui viennent de ma vie, moi qui dois à peu près tout à la feuille d'impôt. Vous avez évoqué l'échec par 1944, depuis 1921, pratiquement. Alors simplement, est-ce que cette politique de défense européenne, cette défense européenne, tout court, vous paraît possible? Dans quel périmètre géographique, c'est-à-dire avec qui et avec quels moyens? Merci. Sur le sujet, je n'ai pas un mot à retirer de ce que vous avez dit, monsieur. C'est un constat, hélas, presque mécanique. C'est vrai ce que vous dites, c'est vraiment la réalité. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce malheur, c'est qu'on entend maintenant, de façon nouvelle et de façon beaucoup plus précise qu'avant, la volonté de construire une défense européenne, non plus pour l'ensemble de l'Union, mais avec ceux qui le veulent sont déterminés. C'est-à-dire, tu m'aimes, tu me suis. Et les autres viendront si c'est bon. Si c'est pas bon, ils resteront là. Alors avec qui? À la grande surprise, ce sont les Polonais qui nous poussent l'épée dans les reins, et ceci mérite, à mes yeux, beaucoup de respect, parce que eux, ils ont été traversés dans tous les sens, du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, enfin bref, vous savez. Et ils sortent tout fraîchement. C'est pas vieux la démocratie polonaise. Et ils poussent beaucoup à la constitution d'une défense, beaucoup. Alors il y aura les Italiens, un peu, les Espagnols, un peu, c'est pas négligeable sur les fonctions méditerranéennes, mais nous devons faire de façon très pragmatique un état-major des plans, avec les principaux responsables d'état-major européens qui veulent suivre la constitution d'une défense européenne. Nous devons, et ça ce sera plus compliqué, mais il va falloir casser un peu de porcelaine, harmoniser les industries, certaines industries militaires européennes. Le bon espoir dans cette affaire, c'est que vous le savez sans doute, l'Allemagne est maintenant une puissance qui vend plus d'armements que la France. Des armements classiques, des chars, des avions, mais qui vendent. Et donc, les Suédois sont preneurs d'une défense européenne. Donc, il y a maintenant, et pour la Grande-Bretagne, ce n'est pas une question simple, vous le savez bien, parce que la Grande-Bretagne, même pour une clé de contact d'un char de la banque, il y en a des à Washington et c'est la vieille, et je ne peux pas faire confiance à M. Cameron qui se révèle, bien que très jeune, un redoutable vieux démagogue, quand je pense qu'il a osé dire au congrès de son parti à Birmingham, je crois, il y a 48 heures, nous allons rapatrier nos pouvoirs de Bruxelles à Londres. Quel pouvoir? Le seul pouvoir que je leur connais, c'est d'avoir envahi les institutions européennes. Pour le reste, ils se sont opposés à tout. Et il a osé dire qu'il allait dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Et vraiment, je pense, c'est pas gentil ce que je vais dire. Enfin, devant un temps, ou bien cet homme est un ramassis d'anneries, ce que je ne crois pas, ou bien c'est un démagogue absolument redoutable, car d'où vient la Convention européenne des droits de l'homme? De la mère des parlements, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne, qui a été une des grandes sources d'inspiration de cette affaire. De l'autre côté, le professeur René Cassin, français, que j'ai croisé dans ma vie de tout jeune journaliste, alors un immense monsieur. Et la Cour européenne des droits de l'homme était un ennemi de Londres. Qu'est-ce que c'est que cette démagogie? On n'est jamais à l'abri vraiment de gens qui cassent des outils, donc on ne peut pas compter dessus. Et moi, je souhaite qu'il fasse son référendum, je souhaite qu'il le perde. Ça réglera deux questions d'un coup. La Grande-Bretagne sera une puissance économique dans l'Europe, c'est parfait. Pour le reste, comme elle s'oppose à tout ce qui est construction, c'est encore mieux. Et troisièmement, ça réglera le problème de la Turquie, qui à un moment a aspiré à devenir une puissance politique en Europe, c'est qu'à mon avis, tout à fait impossible. Mais avec qui on peut avoir des accords économiques de haut niveau. Voilà mon sentiment. Pour passer à autre chose, et la défense est un élément nouveau dont on parle beaucoup
Je ne sais pas ce qu'il va faire demain. En revanche, je ne suis pas capable de le dire. Peut-être que le fait d'ailleurs d'être rentré dans l'OTAN est en train de dessiner une aile de défense européenne qui, sous mandat de l'ONU, pourrait rejoindre les efforts de l'OTAN dans certains conflits mondiaux. Sous mandat. Il n'est pas question d'aller faire n'importe quoi s'il n'y a pas de mandat de l'ONU. Donc voilà à peu près ce que je vois. Mais nous n'y sommes pas. Je pensais en vous écoutant que c'est une affaire qu'on travaille depuis maintenant 60 ans. 60 ans. Comme quoi, hein, les erreurs, c'est comme pour les escargots, ça reste des traces. Vraiment. C'est long. Monsieur Cavada, vous avez répondu à une question que je ne vous ai pas posée. C'est bien. Et Très bien. je voulais vous demander justement que deviendrait l'Europe si la Grande-Bretagne décidait de la quitter. Vous avez répondu. Le seul danger que je pourrais redouter, ce serait dommage, c'est que ça pourrait servir d'exemple peut-être à un autre pays, la Suède. Mais la Suède se trouve bien dans les institutions européennes et nous en avons besoin parce que la Suède, vous savez, ancien membre de l'AELE, l'Association économique de Libre-Échange, qui comportait l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Suède et je ne sais plus qui, le Danemark d'ailleurs, me semble-t-il, la Norvège. La Suède a apporté une exigence dans le fonctionnement démocratique des institutions européennes. Le Parlement européen, c'est un parlement batavo-suédois ou danois. Vous voyez, c'est un parlement très exigeant. D'abord, il travaille. Dernière semaine d'août, il rouvre. Vous connaissez un parlement au sud de l'Europe, vous voyez dans la dernière semaine d'août. Et puis, il est très constitué de façon, je dirais, mécanique. C'est-à-dire que les commissions sont extrêmement claires. Vous avez comment dirais-je, des règles extrêmement strictes. Nous ne disposons absolument pas d'argent entre nos mains. Nous avons des enveloppes. Elles sont affectées à une liste de dépenses autorisées. On peut faire ça une nomenclature. Les frais pour l'équipement, le bureau, le téléphone. Une autre pour le personnel. Alors vous pouvez prendre 15 assistants payés au SMIC et encore moins, parce que l'enveloppe est quand même limitée, ou bien 2 assistants, c'était mon cas, une avocate pour les affaires législatives et une organisatrice que tu connais qui est Julie pour les affaires de fonctionnement, parce qu'il faut que ce soit préparé, ce que l'on travaille. Point final. Il est interdit d'avoir des dépenses hors des nomenclatures, et quand je dis que c'est interdit, l'Office de lutte antifraude fait des ponctions. Par exemple, un jour, j'avais, dans le cadre d'une autorisation, c'est dans la nomenclature, un déjeuner de presse avec 2 journalistes. J'ai présenté la facture de remboursement. D'abord, c'est moi qui paye. Je suis le banquier de l'Union. Je parle aussi des factures et des intérêts, mais c'est nous, députés, qui payons, et d'ailleurs, ça me semble normal. On se fait rembourser, ça va. Un mois, 2 mois, mais ça fonctionne très bien. Eh bien, ils ont téléphoné au restaurant pour savoir si M. Cavada, tel jour, était bienvenu avec combien de personnes? 2 personnes. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est bien. Oui. Alors, il y a une dizaine d'années, il y avait quelques collègues un peu bidonnesques qui avaient engagé la moitié de leur famille avec l'argent des enveloppes. Et puis, ça a été découvert. Donc, à partir de là, l'Union est allée un peu plus loin. Il est interdit d'employer sa famille au Parlement européen. Juste que vous ayez compris que vous êtes visible. Ça quand même assez loin. Donc je trouve que c'est assez sérieux, vous voyez, comme fonctionnement. Quels seraient d'autres dommages possibles? Je vous dis, dans les pays du Nord, la Suède peut-être, mais je ne crois pas qu'elle serait tentée. En tout cas, actuellement, la commissaire suédoise qui a le portefeuille des négociations avec les États-Unis et qui m'inspire bien plus confiance que le précédent, M. De Guurt, la commissaire qui s'appelle Cecilia Malmström, est une femme tout à fait remarquable et très sérieuse, à l'éducation très suédoise, si je puis dire. Et par conséquent, non, si la Grande-Bretagne partait d'une certaine manière, peut-être que je m'avance trop, je ne crois pas que l'Irlande renoncerait à l'Union européenne, pas du tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est un apport, c'est clair.
Non, non, et ça réglerait le problème du frein permanent que la Grande-Bretagne met dans les institutions, donc je serais presque favorable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu veux faire ton référendum, tu le fais. J'espère que tu le fais, j'espère qu'on négocie, j'espère que tu sors, en tout cas, de tous les pouvoirs politiques. Tout à l'heure, vous avez commencé votre propos. Vous avez commencé votre propos Au charbon acier. Le charbon, c'est peut-être un peu dépassé, mais l'acier, on en a plus que soupé ces derniers temps avec le raid de M. Mittal sur l'acier européen. Pendant le même temps, la SAR se sortait d'affaire parce qu'elle a un modèle socio-industriel différent. Est-ce qu'au niveau européen, il est possible d'imaginer des modèles industriels qui permettent de se protéger des raids? Je crois que c'est très intéressant ce que vous dites, si vous me permettez d'en juger publiquement, monsieur, parce que je pense que l'économie doit s'adapter à ce modèle allemand, qui pas en dépendre. Le modèle allemand, il est très intéressant. Le capitalisme est essentiellement familial. Au cas où ça ne suffit pas, et souvent ça ne suffit pas, il y a des banques régionales d'investissement. Au moment d'inventer la BPI, évidemment, il eût fallu en faire une banque régionale, 3, 4 en France, il aurait suffi d'une banque proche des bassins d'économie, de la production. Évidemment, on a fait un machin à la Cologne. Évidemment. C'était trop tentant, on sait faire que ça, c'est vraiment une erreur. C'est pas bien de ça. C'est-à-dire qu'on a mis à Paris un système, alors les régions comptent, mais je ne dénigre pas ça. Je pense que la place de cette banque, c'est un peu comme le Crédit Mutuel ici, ou le Crédit Agricole, autant ils étaient totalement mutualistes, les Crédits Agricole, c'est proche des bassins d'activité, proche des entreprises, proche des commerces, proche des PME, et c'est ce qu'on aurait dû faire. Et l'Allemagne a un très bon modèle qui a bien résisté du point de vue de l'organisation du capitalisme. L'Allemagne, deuxièmement, dépense beaucoup d'argent dans la recherche et développement depuis qu'elle a fait sa réforme depuis 11 ans. Parce qu'une partie de son investissement, maintenant, sert à lui redonner de l'avance. Et sans recherche et développement, c'est un peu ce qu'on voit un peu partout en Europe, nos outils de production, nos plateformes de fabrication vieillissent. Et puis, d'autre part, l'Allemagne a un modèle social assez remarquable dont on nous dit que jamais il ne prendra en France. Je n'en crois pas un mot. Il suffirait de le tester. Quel est ce modèle? Vous permettez que j'en dise un mot pour ne pas avoir trop abstrait? Eh bien, c'est un modèle où l'État a compris qu'il ne pouvait pas être le garant de l'intérêt général et l'acteur du système particulier. Autrement dit, l'État allemand, que ce soit le Bund, ou que ce soit le Land, les relations sociales sont appréciées au niveau des Länder, pas au niveau du. Ne fait pas la loi. Il met autour d'une table les partenaires sociaux que sont les patrons des grandes branches professionnelles, les patrons des grandes branches syndicales professionnelles, la métallurgie, les services, etc. Et ce sont eux qui négocient les rapports sociaux. Ce sont eux qui négocient à quel âge la richesse de notre économie nous permet de partir ou non à la retraite. Quel est le devoir horaire légal, le devoir hebdomadaire légal des heures travaillées, qui n'est pas les mêmes dans tous les acteurs. Et c'est la moindre des choses. Mais ça va plus loin en Allemagne. Ce sont eux qui gèrent les caisses sociales, la sécurité sociale, la retraite vieillesse et la maladie. Et je n'ai pas vu de grands comme partout dans la nature humaine, des débordements. Mais pas au point que ce fût des grands scandales nationaux. Et ça marche. Et je vois quoi en France? Je vois un patronat qui est finalement largement, vous pardonnerez, institutionnel, pour ne pas dire un syndicat de notables, qui ne représente pas la vitalité réelle du pays. 80% de la richesse faite par les PME, ils sont très peu là-dedans, ils sont ailleurs, ils ne sont nulle part. Je vois des syndicats qui sont tenus par des gens qui sont des apparatchiks de système. Trop heureux quand on en trouve de vraiment courageux. Intelligents, ils le sont. Courageux, pas tous. Parmi les courageux, les leaders successifs de la CFDT. Et même, je devrais dire,
Le précédent leader, je ne connais pas celui-là, ma première impression n'est pas fameuse d'ailleurs, de la CGT. Monsieur Bernard Thibault a eu bien du mérite à faire bouger un peu son organisation pour signer à nouveau, parce qu'il n'était jamais plus arrivé depuis 30 ans ou 40 ans, quelques accords. Et on est loin du compte. Mais ce qui est loin du compte, c'est que ça représente à peu près 6% dans l'activité privée, le taux de syndicalisation, et 11 à 12% dans la fonction publique. Le tout est quand même insignifiant. Et moi, je suis partisan de tester dans une région, encore une fois, les régions doivent être pour moi l'unité politique de la modernité. C'est là où on doit tester les choses. Vraiment. Eh bien, je suis partisan d'une loi dérogatoire, je parle sous l'œil sourcilleux d'un législateur, d'une loi dérogatoire qui expérimenterait volontairement un nouveau système. Bien sûr, au début, tout le monde crierait, ce serait épouvantable. Eh bien, qu'on l'expérimente alors plus localement, un département. Fédération départementale d'un syndicat, fédération départementale des patrons, pour assouplir quoi? Des choses qui sont peut-être dites. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé à nos citoyens, parce que je pense que les réformes dont notre pays a besoin, ce sont 3 ruptures. Rupture avec le mode d'organisation des pouvoirs, l'argent qui y est affecté, les personnels qui y sont affectés, l'absence de contrôle qui n'est affecté nulle part, parce qu'ils se contrôlent entre eux, c'est pas acceptable. Il va bien falloir sortir de ça, etc. Organisation des pouvoirs, qui tente à aller vers une économie drastique dans la dépense publique, qui, comme vous savez, s'organise dans les fonctionnaires nationaux, les fonctionnaires territoriaux et la santé. Deuxième chose, une rupture dans le monde économique et social, c'est-à-dire ce que nous venons de dire. Et troisièmement, je dirais une rupture dans l'éthique de toute responsabilité publique. Condamner une fois, inéligible à vie. Revoir le cumul des mandats dans un autre sens, on l'a fait mal ce cumul. On va avoir des élus ou retraités, ou des élus encore dans l'activité, mais comme c'est pas payé, c'est pas les meilleurs qu'on aura, puis cela sont vite, etc., ou ça devient du bénévolat. Enfin, c'est pas un système qui tient le coup. Il faut repenser cette affaire sérieusement. C'est un métier qui est prévu. Je parle devant quelques-uns d'entre vous, j'imagine, et vous, madame, d'abord. Et il faut une exigence éthique implacable. Car sinon, les électeurs, les citoyens, qui peinent ou qui ne peinent pas, mais qui peinent, puis qui voient quand même leur avenir se rétrécir, leur pouvoir se rétrécir, les impôts augmenter, tout ce beau monde trempé dans la marmite et dans la confiture, enfin, des horreurs, de quelques-uns qui gâchent la réputation générale. Vous ne croyez pas que la fonction politique est peuplée de bonus, c'est pas vrai. Beaucoup d'en ont pas les moyens. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans la politique, contrairement. Il y en a moins dans l'industrie, en tout cas. Mais simplement, la réputation de ce système est ternie, donc son efficacité est complètement érodée du fait qu'on n'a pas fait ces 3 ruptures dans l'éthique de la responsabilité. Tu ne travailles pas avec ton argent, mais avec celui des contribuables. Il n'y a pas un centime qui doit aller dans ta poche qui ne soit pas vérifié. Deuxièmement, la rupture économique et sociale, je vais y revenir. Et troisièmement, la rupture dans l'organisation jacobine des pouvoirs pour aller vers une organisation girondine des pouvoirs, et en supprimant quelques-uns. Un mot sur la rupture économique et sociale. Croyez-vous qu'il soit normal dans un État moderne que l'État me dise à quel âge je dois prendre ma retraite? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il sait des désirs de mon patron? Qu'est-ce qu'il sait de mes propres désirs? Que l'État dise, d'ailleurs, ce serait une convention par contrat. Je pense qu'il faut remplacer la loi par l'accord. Qu'il soit entendu qu'il faut un seuil de cotisation pour partir à partir d'un certain âge, le même pour tout le monde, c'est une évidence, on ne discute même pas. Mais je rappelle à ceux qui piaillent sur ce sujet que Victor Hugo, 1885, à 83 ans, était encore en train de terminer un de ses principaux chefs-d'œuvre. Ça suffit. D'ailleurs, l'État qui a cautionné cette loi, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il ne l'applique pas. Il est incapable de l'appliquer dans bien des secteurs. Je peux en parler avec encore un peu plus de colère dans la loi sur le temps de travail. Je ne suis pas contre les 35 heures du tout. Mais ça dépend où et ça dépend comment. Alors, prenons l'exemple de ce qui nous est arrivé sur le plateau. Les 35 heures appliquées au tourisme, ça donne la chose suivante. 35 heures en Bretagne, avec la masse de tourisme qui afflue, le compte d'exploitation des petits restaurants, il s'effondre.
En tout cas, c'est pas avec ça qu'ils vont construire le grand hôtel dont on aurait peut-être envie. Hein. En hiver, en revanche, 35 heures, c'est 2 fois plus de temps. Enfin, il y a de la marge. Vous transposez ça à Paris, c'est la même chose. Autrement dit, il fallait de la mobilité, de la souplesse. C'était aux branches professionnelles de régler ça. C'était pas à l'État. Le rôle de l'État, c'est de contrôler qu'on n'exploite pas les salariés, contrôlons pas que. Vous voyez, un État, il trace un cadre dont il se porte garant. L'exercice de la responsabilité s'exerce à l'intérieur par les partenaires sociaux. Et je peux aller plus loin. Vous entendez comme moi que la sécurité sociale a 11 milliards de déficit. Quand est-ce qu'on va se décider à financer ça par la consommation? Alors j'ai entendu des gens qui disaient la TVA est un impôt injuste. Je connais rien de plus sot, de plus court que cette histoire-là. Faible revenu, peu de dépenses, peu d'impôts. Moyen revenu, plus de dépenses, plus d'impôts. Gros revenu, grosses dépenses, gros impôts. D'autre part, ça permettait de pénaliser les importations extra-européennes, par parenthèse. Et ça, c'était une bonne chose. Et je comprends que l'État, non seulement je comprends, mais je souhaite que l'État soit soucieux des très bas salaires ou de la catégorie qui est au bord de la rupture. Il fallait faire une politique sociale qui n'a rien à voir avec la façon dont on paye, dont on alimente les caisses de protection, qui consiste à aider les ménages. On les aide bien pour la rentrée scolaire. Vous pouvez les aider sur les produits de base de la ménagère, le chariot, ou sur l'énergie pour les très bas revenus, ou enfin, des choses de ce genre. On a tout mélangé pour brailler sur la place publique une sottise, une ânerie qui a fait que l'Allemagne s'est redressée, car c'est ça, c'est ce transfert-là. Parce que ce transfert, il a donné, sans augmenter les salaires, du pouvoir d'achat aux salariés allemands. Et il a donné aux entreprises un haut de bilan meilleur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont investi. Et comme ils investissaient, ils ont touché des dividendes, ils ont créé de la richesse, ils ont dépensé de la richesse. Il faut sortir. On est en train de parler de choses qui datent du siècle du chemin de fer. Le monde n'est plus fait comme ça, il va nous coloniser. Ou bien nous aurons notre place, je crois que c'est assez simple. Je ne mets aucune forme d'idéologie là-dedans. Je voudrais simplement que l'idéologie principale fût du réalisme et de la justesse d'analyse pour avoir de la justice de décision. Merci infiniment, il y a beaucoup de bonnes choses à la télévision ce soir, je ne peux pas vous retenir tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, pour vous affecter à partir, je vous donne juste une seconde de patience. Dans les réunions publiques qui sont des réunions de citoyens, il est d'usage de jouer la Marseillaise. Je ne sais pas si vous l'avez, mais il n'est jamais d'usage de jouer l'hymne européen. Voulez-vous que pour la gravité de ce que nous avons évoqué, et qui n'est pas neutre, nous levions en silence pour écouter l'hymne européen?